l'enregistrement des éléments les plus importants de la séance 7 sur 8. Vous vous rendez compte, on est déjà à la fin là pratiquement. Tout ce que vous avez appris en peu de séances, c'est dingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, comme d'habitude, c'est du brut de décoffrage, donc vous aurez la vidéo en lien sur votre site, et puis vous allez à l'élément qui vous intéresse. Vous n'êtes pas évidemment obligé de tout écouter, va sans dire. Je partage l'écran avec l'application partage d'écran, parce que quand je partage une fenêtre, c'est pas mirobolant. Voilà. Donc, je vais la partager celle-là. Voilà, alors là, on a la preuve que c'est partagé. Du coup, je vais pouvoir afficher mon PowerPoint et vous m'arrêtez quand vous voulez. De toute façon, j'entends les pop des questions, mais vous pouvez aussi prendre la parole avec le micro. Donc, vous vous souvenez que la dernière fois, nous nous sommes intéressés à la teneur en nitrate et en phosphate dans la rivière grâce aux analyses qui avaient été faites par deux ingénieurs en eau et on va dire forêt, puisque c'est des ingénieurs qui sont amenés à travailler sur le terrain et qui surveillent notamment ce qu'on appelle les bioindicateurs, mais également les produits chimiques qui ne sont pas tout à fait les bienvenus, ou simplement les bienvenus, mais dans ce cas-là, c'est une autre surveillance, d'accord? Et donc, ça nous avait amené à nous poser la question, vous vous souvenez, de la façon dont on allait mettre les données avant même de travailler sur ces données. C'est juste pour vous montrer qu'il y a toute une logique. Et ces données, donc, les voilà. Nous y avons travaillé dessus. Vous vous souvenez, il y a des colonnes qui renseignent sur les choses. Je vais faire pause parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Sur donc, les colonnes qui renseignent sur les variables qui sont d'intérêt, et nous avons repéré donc les variables dites dépendantes de celles qui sont indépendantes et fixées. Alors, je rappelle que les variables mesurées sont les taux de nitrate et de phosphate, et que les variables fixées, c'est ingénieur, c'est pas une variable aléatoire. On sait que c'est Franck ou Marie quand on l'utilise. Et puis la distance aussi, d'accord? Alors nous avons vu peut-être que le tube pouvait être identifié par un ID, pas forcément un numéro, mais en tout cas que cet ID nous renseignait bien sur le fait que le tube à essai dans lequel on avait fait le prélèvement était bien l'individu. Alors j'entends des pops, ça veut dire qu'on me pose des questions. Je préférerais que vous preniez le micro, ça m'éviterait de perdre du temps à chercher qui et quoi. On ne voit pas votre écran. Ah bon? Vous ne partagez pas. Ah bon? Là, vous le voyez? Ça me fait perdre un temps fou de contrôler. Oui, d'accord. Donc, je recommence. Vous avez entendu le discours. Je continue dans cette optique, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, en fait, il y a ici des variables qui sont dites, on va dire, importantes dans le cadre de l'expérience. Déjà celles qu'on mesure, nitrate et phosphate, mais que seraient ces mesures si on ne les relativisait pas à quelque chose? Au moins un site ou une distance par rapport à quelque chose une référence, un événement, un site particulier, un spot particulier, voilà, ou une source particulière. En tout cas, ces valeurs n'auraient aucun sens, ça serait que des datas, c'est ça la différence entre information et data, seraient donc perdues dans l'univers et n'auraient donc aucun sens par rapport à ce qu'on pourrait en tirer si on leur met enfin un contexte. Le contexte, c'est ingénieur, distance et site. Le numéro du tube n'étant ici qu'à titre indicatif pour peut-être on va voir agir sur certaines choses grâce au numéro du tube. Ça va quand même être utile d'avoir le numéro du tube. Donc vous avez compris ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à faire la part des choses dans ce qui est intéressant. Et donc, nous avons commencé, vous vous souvenez, à exploiter le fichier
de nos deux ingénieurs Franck et Marie, à savoir celui que nous avions commencé à utiliser dans Excel. Nous avons commencé déjà à nous balader dans Excel. Hein. Nous avons repéré ce que pouvait être la population, les échantillons, qu'est-ce qu'on allait faire des données, ce qu'il faudra surveiller. Et puis d'accord, nous avions commencé à faire, et je vous ai donné cette dia, hein, l'analyse des données grâce à ce qu'on appelle un nuage de points. Alors ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit ancré dans votre démarche. Hein. Le nuage de points pour voir comment sont associés, on parle de corrélation dans ce cas-là, hein, pour préciser l'association, les deux variables quantitatives continues ici que sont les concentrations en nitrate et les concentrations en phosphate. Alors, il faut faire attention, les concentrations ne sont pas tout à fait des variables continues, c'est des semi-continues. Vous savez pourquoi, on divise par un volume. Mais comme on est dans des tubes à essai d'un volume constant, d'accord, on pourra associer donc cette concentration à une quantité, hein, ramenée en litres, ou après dilution, hein, parce qu'effectivement, on peut peut-être avoir une dilution possible pour faire ces mesures, ça c'est une autre histoire, hein, si la concentration est trop forte, donc à une quantité de polluants dans un tube à essai, et là c'est une variable aléatoire continue sans aucun problème. Donc on peut toujours s'affranchir du petit problème que représentent les variables semi-quantitatives en les fixant dans un volume ou dans une surface. C'est le même cas pour un rendement en quintaux par hectare. Si toutes les parcelles font 1 hectare, le rendement en quintaux par hectare devient une variable quantitative continue et non plus une variable quotient qui est bien embêtante. Hein. Rappelez-vous mon exemple, c'est-à-dire comment faire la moyenne de la densité entre la Belgique et la France, certainement pas en faisant la moyenne de deux quantités de densité, mais en ramenant tout, en le pondérant par rapport effectivement à la surface et puis bien sûr à la population totale. Hein. Donc il faut vraiment faire attention avec ces variables, sauf quand on a effectivement la même surface ou le même volume ou la même quantité qui correspond au quotient considéré, c'est-à-dire à son dénominateur. Donc fin de la parenthèse, mais je pense que c'est une parenthèse importante, ne pas se précipiter sur des données quantitatives continues qui n'en sont pas, et donc faire des tests appropriés, c'est-à-dire que tant pis pour les tests, on va dire, paramétriques avec les variables quotients, et on passe à des tests non paramétriques. Et alors, c'est pas impossible, hein, je veux dire, ça se fait encore. Donc là, on avait vu, effectivement, vous vous souvenez que nous avions une corrélation hautement significative entre le phosphate et le nitrate. Alors, on reparlera de cette signification de corrélation linéaire hautement significative entre deux mesures, hein. C'est intriguant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux mesures? On avait trouvé un coefficient de Pearson qui vaut 0,679, donc en gros presque 0,7, c'est pas trop mal, hein, ça c'est déjà assez élevé pour marquer une corrélation, on va dire, très bonne, hein, entre les deux éléments, mais elle n'est pas excellente. Une corrélation excellente, c'est 0,8, 0,9, d'accord? Et on a vu que pour la population, puisque cette corrélation n'est que le fait de ce que l'on constate dans l'échantillon, eh bien, cette corrélation pourrait être différente dans la population et on ne saura jamais quel est le vrai coefficient de corrélation dans la population. On fait de l'inférence et l'inférence dans ce cas-là consiste à faire un intervalle de confiance. Alors, vous vous souvenez que l'intervalle de confiance à 95% vous était donné, mais vous pouvez le calculer dans n'importe quel, on va dire, confiance, à n'importe quel seuil de confiance. Il suffit simplement de demander le seuil à laquelle vous voulez avoir cet intervalle. Et donc, vous voyez que entre 0,54 à peu près et 0,78, il y a de la marge. Donc, on va dire que dans la population, on a sûrement une corrélation qui est plutôt, on va dire, dans le cadre, puisque 0,679, vous ferez attention, est bien au centre. Hein, tous les intervalles de confiance sont centrés sur leur valeur de statistiques ayant permis de les construire. Et bien, dans cet intervalle de confiance, il dépend bien sûr du nombre de données. Plus vous avez de données, mieux c'est. Là, il y en a à peu près, on va dire, 80, hein, si ma mémoire est bonne, qui ont permis de faire cet intervalle. Ben oui, le degré of freedom est là, donc on a effectivement contenu les choses. Je vous expliquerai le degré de liberté. Hein. À peu près 80 ou 81 valeurs. Bien. Mais on avait vu qu'effectivement, cette corrélation était, on va dire, plus ou moins
évidente dans la première partie de la courbe. Et puis, on a vu qu'ici, ça devenait un petit peu moins évident puisque nous avons des points qui s'éloignent du nuage principal et qui auraient tendance à casser cette relation de corrélation. Donc, on peut se mettre sur l'idée que ce 0,68 à peu près là pourrait être amélioré si on ne considère plus ces points aberrants dans l'étude statistique. Hein, les points aberrants ou outliers en anglais, d'accord? Je veux que vous connaissiez ces noms en anglais, c'est très important parce que vous allez lire des tas de publications en anglais et points aberrants, ça n'existe pas en anglais, on dit outliers, d'accord? Et donc ces outliers pourraient être, on va dire, considérés à différents niveaux, celui-ci qui est très 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 loin de tout et cela qui pourrait encore être acceptable, du moins ces deux-là pourraient être enlevés sans toucher à celui-ci et celui-là. D'accord? Bien, alors donc on a effectivement vu que ceci nous amenait à l'idée qu'il y avait une redondance dans l'information pour la mesure de la pollution, puisqu'on ne perd pas l'idée qu'on avait derrière, c'est-à-dire qu'on essaye de mesurer ou d'avoir une estimation de l'intensité de la pollution à travers un indicateur, et cet indicateur sera effectivement le taux de nitrate ou le taux de phosphate, puisqu'il y a une corrélation entre les deux. Donc ça veut dire que les concentrations de nitrate et de phosphate mesurent la même chose. Et là, c'est quelque chose de nouveau, vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas tout que de constater une corrélation, c'est que vous dire à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des stats multivariées si on ne s'intéresse pas à avoir une seule mesure d'abord, une seule variable dépendante pour essayer de voir de quoi dépend cette mesure sur le reste. Alors bien sûr, on pourra changer ensuite et étudier le phosphate, mais on ne s'attendra pas à des résultats fondamentalement différents quant aux éléments, aux facteurs ou aux informations qui pourraient expliquer cette concentration en nitrate ou cette concentration en phosphate, c'est-à-dire des facteurs qui interviendraient pour avoir des relations de dépendance entre les informations. Donc du coup, eh bien, la conclusion d'une telle étude, c'est en général de considérer l'une ou l'autre pour avoir une évaluation de la pollution. Alors il faudra voir laquelle on pourra considérer. Bon, il y a des méthodes, hein, c'est-à-dire regarder le nombre de points aberrants, effectivement, est une première méthode, et puis voir un peu celles qui sont le plus regroupées, donc ça vous ferait estimer. Alors là, il y a un demi-point à gagner, les enfants. Un demi-point à gagner. Allez hop, on repart au jeu là parce qu'on commencerait à s'ennuyer sans les jeux. Donc un demi-point à gagner. Alors là, vous êtes prêts? Comment on pourrait sélectionner la variable la plus intéressante des deux, sachant que les deux mesurent la même chose et que je n'ai pas a priori à préférer l'une plutôt que l'autre, sauf, allez, je vous mets sur la piste en faisant des stats univariées. Allez, un demi-point à gagner pour les trois premiers. Tant pis pour le quatrième ou la quatrième. Donc, je rebascule sur l'affichage de ma slide. Comment, de façon intelligente, allez, je vous mets encore sur la piste, j'ai affiché un histogramme. Mais ce n'est pas l'histogramme en lui-même qui va être le plus marquant, on va dire, le plus déterminant. Pendant que j'attends votre réponse, je vais chercher une tasse de café, c'est tout. Alors, ça vient, cette histoire. Moi, je m'attends à avoir un seul mot-clé. Donc là, en quelque sorte, il faut inverser les choses. Hein. Il faut se dire qu'est-ce que je recherche. Et moi, je veux cette démarche, hein, d'accord. J'avais largement le temps à aller chercher ma tasse, alors je me suis précipité.
Mais encore, Juliane? Allez, Juliane, un petit effort. Précise, parce que c'est toi qui es sur la piste. On va prendre la variable qui est la plus précise, entre guillemets, c'est-à-dire, vous entendez par là, la moins dispersée par rapport à la moyenne. Voilà, donc on stop, on stop, on stop, on stop. Oui, le coefficient de variation aussi est une bonne réponse. Bon, alors en fait, il y a qui présente plus de données proches de la moyenne. Oui, donc il va y avoir 3 personnes qui vont avoir un demi-point. Alors il va y avoir Yanis pour le test de Shapiro-Wilk pour savoir laquelle des deux est susceptible d'être approximée par le mieux par la loi normale. Mais en travaillant par groupe, Yanis. Hein, donc, je fais un effort en te donnant ce demi-point. En comparant les valeurs d'une année précédente, univarié parce que donc, Otilia, une variable avec un écart type plus petit. Bravo, Otilia, d'accord. Alena aussi. Et puis, quand même. Qui c'est qui m'a parlé de précision là? Je suis perdu là, je l'ai plus. Ouh, mon Dieu. Et donc Juliane. Donc finalement, j'en distribue 4. Hein. Les 4 personnes dont j'ai parlé vont avoir un demi-point. D'accord? Donc Juliane, tu as mis tous les autres sur la piste. C'est pour ça que tu as le droit à ton demi-point. Donc effectivement, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Hein. C'est bien sur la confiance qu'on peut avoir dans les données qu'on peut analyser les données. Cette confiance passe aussi par la dispersion, c'est-à-dire la variable qui a le plus de précision, celle qui a le moins de doute. Plus une variable a de la dispersion, plus elle va nous amener à, on va dire, essayer d'expliquer cette dispersion faussement peut-être par le facteur qu'on étudie. Donc, il faut se méfier des variables qui sont trop disperses parce que c'est peut-être dû à un facteur expérimentateur ou un facteur lié à la méthode qui nous a permis d'avoir la concentration, par exemple. Donc là, phosphate, nitrate, ça serait bien le diable qu'on se gourre effectivement dans les deux concentrations, mais quand même, si vous regardez votre dessin, il y a quand même un élément qui pouvait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il y en a une qui va de l'unité 0 à 2, tandis que l'autre va de l'unité 0 à 60. On va dire en gros qu'il n'y a pas du tout les mêmes ranges de concentration. Donc, ce n'est pas les mêmes unités ou ce n'est pas les mêmes ranges. Donc, ça nous met quand même sur la puce à l'oreille sur le fait que la précision ne sera peut-être pas du même ordre de grandeur pour les deux. Donc, à voir, il suffit de faire les tests. Donc là, stat univarié, hein, comme d'habitude, mais faire attention, parce que là, vous avez 3 spots. Donc, il faut juger par spot, faire ces tests par groupe. Vous voyez, hein, donc, on peut reprendre tout ce travail hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, effectivement, la suite du travail va être d'exploiter encore plus notre fichier dans ce contexte. Donc, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais voir avec vous un petit peu où on en est hein, avant de continuer le travail qu'on a fait. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir des pistes sur notre travail, hein, puisque vous avez ici des éléments qui sont rajoutés par rapport au schéma qu'on avait fait. Je ne sais pas si je vous l'avais donné ce schéma. Et donc, vous voyez qu'on avait commencé à se poser la question de savoir s'il y avait une corrélation ou une association possible ou une relation entre les informations de zone de butinage, de distance maximale de butinage qu'on avait évoqué dans le défi 3 et la présence de champs qui sont source d'épandage hein, éventuellement, puisque vous voyez ici que l'illustration le fait aussi. Donc ici, toute une part de liaison entre informations qui est schématisée par cette flèche. De la même façon, est-ce que les champs vont avoir un impact, est-ce que l'agriculture intensive sur toutes les années avec lesquelles elle a été pratiquée vont avoir cette agriculture va avoir un impact sur la qualité de l'eau dans la rivière. Voilà pourquoi nous avons pris 3 spots, ça c'est très important aussi. Un qui était avant un coude, on sait bien que les coudes c'est un petit peu particulier pour les accumulations de polluants.
un entre deux coudes et le troisième en sortie de coude et pas très loin, on va dire, du lieu où se jette la rivière dans le fleuve. Ensuite, bien sûr, on peut se poser les mêmes questions sur les impacts via la rivière, par exemple, ou non, via les nappes phréatiques, de l'agriculture, on va dire, de type conventionnel, moderne, avec appareillage, épandage, et tout ce que cela implique, sur la qualité de l'eau du fleuve aussi, c'est évident, mais également sur la santé de la population, parce que les vents n'arrêtent pas comme ça, avec leurs petits bras, ils ne vont pas sélectionner ce qui est bon ou mauvais à respirer. Donc vous voyez que dans la santé de la population, on s'est peut-être focalisé un petit peu trop vite dans la première étude sur l'environnement mer, fleuve, zones différentes pour essayer de tester la santé, alors qu'il y avait peut-être une relation à rajouter dans ce contexte, qui avait peut-être ici une force d'association beaucoup plus importante que peut-être l'association liée à l'environnement, puisqu'on a vu que, en gros, l'élément mer était le plus déterminant par rapport aux deux autres. C'est-à-dire qu'en habitant un fleuve ou dans une autre zone de la ville, ne changeait pas de façon drastique les données. Donc, vous voyez, tous ces éléments commencent à se construire et vous comprenez qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse des données en disant qu'on a identifié tous les facteurs. C'est pourquoi je vous apprends à faire des schémas situationnels. Je ne vous demande pas de les faire aussi beaux, hein, mais quand vous êtes en terrain, notamment pour ceux qui travailleront en épidémio, ceux qui travailleront en santé, ceux qui seront au laboratoire devant une paillasse, mais aussi ceux qui auront une clientèle à étudier dans tout ce qui va être marketing, et enfin ceux qui sont sur le terrain en écologie, environnement, développement durable, n'hésitez pas à faire des petits crebards sur votre calepin et puis à essayer de faire une enquête pour savoir si vous avez bien pris en compte tous les facteurs, hein, pour pouvoir dire que telle information dépend d'une autre et que vous allez mettre en exergue un modèle, hein, puisque derrière il y a un modèle statistique et un modèle d'association des données qui va être évident à mettre, plus ou moins évident à mettre en place, à révéler, puis une fois que ce modèle est là, vous allez l'affiner, puis vous allez le tester, puis vous allez le comparer d'une année à l'autre. Bref, ce n'est que le démarrage d'une enquête très vaste que vous allez pouvoir faire. Et ça, une personne qui travaille en data science, qui est capable de faire ce genre de schéma, mais il vaut de l'or, parce que personne ne pense à faire ça, personne n'a l'idée, enfin très peu pensent à faire ça, très peu ont l'idée de tout mettre à plat pour justement demander à leur équipe de statistique, dans une team de data science, de prendre en compte toutes les informations qui pourraient être importante dans l'explication de la mesure que l'on a faite et dans la recherche d'une solution ou l'apport de nouvelles connaissances. C'est important ça, hein, je vous le rappelle. Donc, effectivement, ici, nous avions dans notre travail deux éléments, hein, qui étaient l'élément, le facteur expérimentateur et le facteur, effectivement, on va dire, lieu, c'est-à-dire la distance ou le spot dans lequel on réalisait eh bien, ce travail de recherche d'un polluant ou de polluants au pluriel, nitrate ou phosphate. Je vais faire un tour dans la classe. Tout est OK pour vous? Vous comprenez bien le sens du message là? C'est très très important, hein. En fait, je vous considère comme de futurs ingénieurs et de futurs chercheurs. J'essaye de vous expliquer que ce qu'on vous dit trop vite à la fac conduit à des échecs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des exercices de stats découplés complètement d'une problématique. On est là pour utiliser l'outil statistique, entre autres, il n'y a pas que lui, je vous l'ai appris, et puis toute la force va être de mettre toutes les informations dans notre enquête. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Et de bien observer. Donc, c'est en ça que je forme des data scientists chez vous. Et vous avez vu que vous pouvez vous faire doubler par l'intérêt que vous avez pour, en quelque sorte, ce jeu de pistes. Hein, parce que quand vous êtes devant ça, et encore le schéma n'est pas terminé, hein, vous allez voir, je vais vous en donner d'autres. Hein. Quand vous êtes devant ça, eh ben, comment voulez-vous vous ennuyer, hein, quand vous savez que pour la plupart d'entre vous, disons 50%, vous allez passer votre vie d'ingénieur
à faire des slides PowerPoint pour préparer des réunions d'ingénieurs. Ben moi, j'en voudrais pas de ce métier, hein, faire sincèrement. Une autre partie d'entre vous va préparer des fichiers commerciaux pour vendre des produits. Ouh, il serait peut-être temps que vous disiez non, 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 attendez, moi, si j'ai fait ça, c'est pour faire de la bio, c'est pour m'amuser, c'est pour être bien, c'est pour être sur le terrain, c'est pour le vivre, c'est pas pour être forcément derrière des fichiers PowerPoint pour servir à une administration très lourdingue qui gère mal les choses. Hein. Donc vous avez vu là, entre guillemets, je veux pas faire la pub à contre-courant de ce qui se passe, mais alors effectivement, faut pas devenir fou. Hein. C'est aussi ça, c'est la deuxième partie d'un enseignement que je ne pourrais pas vous dire, c'est comment sélectionner l'information pour faire des études pertinentes. Dans un premier temps, on va rechercher les facteurs les plus déterminants. Mais détrompez-vous, personne ne vous dit la vérité. Hein. Je ne connais pas de personne qui travaille sur la qualité de l'eau. Hein. Moi, j'ai été mandaté comme expert pour les aider, ou pour travailler sur, comment on appelle ça, sur des virus, ou travailler en environnement sur d'autres aspects, notamment par exemple les bioindicateurs, sans avoir à manipuler de grandes bases de données. Hein? Alors, c'est dommage, je ne peux pas vous former en base de données, mais quand je fais cours en base de données, on se retrouve avec des centaines de colonnes. Et dans ces centaines de colonnes, tout l'art va être d'extraire l'information, c'est pour répondre à la question de Yanis, hein, d'extraire l'information essentielle pour commencer un modèle. On ne va pas mettre tout dans le modèle, on met d'abord on démarre tout doucement, on fait un modèle, on va dire, compartimental, c'est-à-dire on met dans le compartiment ce qui pourrait interagir, et puis après on met l'ensemble des choses les plus importantes. Et on sait qu'on se rappelle qu'avec la loi normale, il y a des tas de facteurs qu'on ne peut pas identifier qui interviennent pour très peu de variations. Donc Yanis, on ne va pas tout mettre, mais on va mettre les facteurs qui sembleraient impliqués par la proximité spatiale ou temporelle, les facteurs qui sont importants à ne pas oublier. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, parce que je suis dans mon élément, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que réagissez vite, on change d'époque, et quand on va trop vite, ça ne va pas. La preuve, c'est que si on fait le bilan des 4 vaccins français, hein, il y en a un, malheureusement, de mes collègues de Pasteur qui vient d'être abandonné. Hein. Donc, c'est une grosse structure, Pasteur. Sanofi est très en retard. Son premier test n'a pas marché. Donc, ils sont en train de peaufiner la chose et ils vont avoir peut-être une possibilité de se rebondir à la fin de l'année. Et les 2 Français qui s'en sortent, c'est des petites boîtes. Vous avez compris l'idée? Et eux, ils s'en sont déjà à la fabrication des vaccins. Je ne dis pas que je crie victoire pour eux et que je dis que ça va marcher. Mais vous voyez, peut-être que dans des grosses structures où on va faire intervenir des tas d'ingénieurs qui vont faire des PowerPoint et des slides pour faire des réunions, où vous allez vous emmerder sec, hein, il vaut mieux repartir à zéro et de se dire, est-ce que j'ai bien préparé mon expérience? Est-ce que je suis sûr, hormis le contexte scientifique, que toute chose égale par ailleurs, je vais bien mesurer l'effet que je cherche? Et vous voyez, c'est tout un art, en quelque sorte. Oui, hein, bien sûr. Derrière les vaccins, c'est de l'épidémiologie. Il y a des gros échantillons et ça n'a pas été du tout jugé efficace. C'est-à-dire que, en fait, ils ont réemployé, je crois, le vaccin contre la rougeole, hein, et avec leur comment dirais-je, leurs échantillonnages, ils n'ont pas révélé des faits suffisamment significatifs. Oui, c'est des stats. Les stats, vous allez les retrouver partout dans votre travail de biologiste, surtout dans votre travail de biologiste. Voilà, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin pour vous convaincre, hein, parce que personne ne vous dit ça. N'oubliez pas que produire des données, c'est bien, mais c'est quelquefois de la pollution aussi. Hein. Je vous rappelle que à peu près 70% des données que l'homme produit, hein, de toutes les données, hein, pas seulement en biologie, qui sont foutues à la poubelle. Et pas forcément parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'on ne sait pas comment les exploiter, parce qu'on ne veut pas les exploiter, parce qu'on n'a pas pensé à les exploiter, parce qu'elles n'ont servi à rien, ou etc., etc. 70%. Quel gâchis! Vous imaginez en énergie, en ressources humaines, en ressources de produits, parce qu'il faut aussi produire des éléments pour faire ces expériences ou générer ces données. C'est vraiment catastrophique. D'accord? Bien.
Alors, on continue notre aventure. Vous savez que pour ça, eh ben, je vais ouvrir le fichier R, hein, enfin, le fichier, le logiciel R. Donc, je retourne sur mon alors, je l'ai peut-être ouvert R, non? Non, je ne l'ai pas ouvert. Donc là, j'ouvre R. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Vous savez que je vais lancer l'interface R Commander. Voilà, ça prend quelques secondes. Une fois que j'ai R Commander, il faut que je charge un jeu de données et ce jeu de données va apparaître ici derrière l'étiquette données. Donc, avant de vous imposer, on va dire, des affichages trop petits, je vais aller dans Options. Je ne sais plus où c'est, c'est Outils, non, c'est ça? Options, c'est dans Outils, oui. Là, je vais aller dans Police et je vais l'afficher. Je suis désolé, sinon vous n'allez rien voir. Assez. Donc, je relance R Commander. OK. Voilà, c'est un peu plus grand, c'est quand même un peu mieux. Donc, je disais qu'ici, les données vont être chargées. Donc, données, importer des données. Depuis un fichier, nous avons vu que c'était un fichier Excel. Et je vais chercher donc ce fichier après avoir renseigné du nom du jeu de données. Alors, à partir de maintenant, on va sauvegarder ce qu'on a fait. Hein. Je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du R Markdown, de la sauvegarde aussi du script R, etc. Mais on va le sauvegarder. Donc là, ici, on va l'appeler nitraphos parce qu'on a du nitrate et du phosphate. Hein. C'est son petit nom, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, nitraphos. OK. Là, il me demande d'ouvrir le jeu de données qui va avec. Le jeu de données qui va avec, donc qui s'appelle nitraphos.xlsx. Je l'ouvre et je refais rapidement ce que j'ai fait, c'est-à-dire graphe, excusez-moi, nuage de points. C'est encore dans votre affichage de PDF si vous l'avez sous les yeux, mais il faut vraiment que vous soyez à l'aise, hein, c'est pas compliqué non plus. Vous faites des choses bien plus compliquées en TP de bio que ça, hein, franchement, nuage de points. Même une dilution, des fois, c'est plus compliqué. Hein. Quand vous faites tout un ensemble de dilutions pour faire un jeu complet. Hein. Donc là, je vais faire choisir nitrate en variable X et phosphate. J'aurais pu faire l'inverse, on va faire les deux. Hein. Et puis, je vais lancer donc en option donc l'identification des points aberrants automatiquement. Donc, je suis dans option. Le nombre de points, je vais l'augmenter à 4. D'accord? Juste comme ça. OK. Et on voit effectivement que le graphe qui m'est proposé indique au moins, on va dire, 3 points à surveiller. Pour le 43, je suis moins sûr, mais pour le 16, je suis moins sûr. Mais enfin, dire 21, 43 ou 6 et 6 ou 21, 6 et 16. À voir. D'accord? Ces points sont très. Alors, si on enlève les 4, là, on fausse peut-être les données. Donc, le plus important à enlever, c'est sûrement 6 et 21. Alors, on va apprendre à les enlever en live, d'accord? Donc, on a un jeu de données. Et avec ce jeu de données, vous voyez, dans Données, vous avez Jeu de données actif. Et bien, avec ce jeu de données actif, on peut déjà faire pas mal de travail de modification du jeu de données actif. Alors, bien sûr, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, il faut faire des choses qui sont cohérentes. Hein. Donc là, avec le jeu de données actif, on va aller jusqu'à supprimer une ou des lignes du jeu de données actif. Alors, vous ne vous étonnerez pas si je supprime tout d'abord le 6 et que je regarde un petit peu ce que ça donne, hein, d'accord? Parce que le 6 c'est vraiment, sûrement un outlier de première classe. Hein. Donc, on y va pour données, jeu de données actif, supprimer une ligne ou des lignes du jeu de données actif. Et là, je mets simplement le numéro de l'indice de la ligne ou de l'indice de l'individu ou de l'indice de mon cube, c'est 6, d'accord? Et je garde le même nom du tableau de données parce que, en fait, je veux me débarrasser de ce point dans mon jeu de données. Et je fais OK. Là, il m'avertit.
Le tableau de données Nitrafos existe déjà. Remplacer ce tableau de données, oui, jeu ou tableau de données, c'est pareil. Hein. Je fais oui. Oui, j'écoute. Oui, c'est juste, est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu moins vite parce que c'est pas facile de le faire en même temps que vous, s'il Oui, vous oui, plaît. je le fais. En général, je le fais toujours une première fois pour voir le résultat et après je recommence, d'accord? Parce que ce qu'il me faut d'abord, c'est que je vous convainque que mais ça marche, hein, je le fais, je refais. Donc là, on fait graphe. Alors n'oubliez pas que c'est enregistré. Hein. Donc là, on va dans nuage de points et on va faire les nitrates fonction des phosphates, ou on pourrait faire l'inverse. Hein. Enfin, c'est pas fonction, c'est corrélation entre les deux. Hein. Et là, on fait donc option automatiquement et je vais afficher les 4. Je fais exprès de rechoisir 4, hein, d'accord? Les plus aberrants. Et on voit qu'on a un schéma légèrement différent, hein, où là, ouf, on respire, il y a moins de distance entre les points aberrants et le nuage de points. Et on voit qu'effectivement, il reste encore quelques petits soucis à se faire. Mais regardez, après, c'est une histoire sans fin. C'est pour ça que j'ai demandé d'afficher quand même un quatrième. C'est que maintenant, il m'affiche le point 15. Et pourquoi pas un autre jour celui-ci, puis encore celui-ci. Et à force, vous allez épuiser le jeu de données. Donc, il faut quand même faire ça de façon parcimonieuse. Ces résultats sont peut-être quand même, on va dire, des résultats qu'il faut regarder d'une façon, on va dire, en ayant confiance aux mesures qui sont faites. Alors, essayons de voir s'il y a une corrélation entre les résultats alors, comment ils s'appelaient mes ingénieurs, je ne me souviens plus. C'était Franck et puis Franck et Marie. Voilà. S'il y a des résultats qui sont plutôt propres à des erreurs faites par Marie ou par Franck. Je ne veux pas savoir que pour le point le plus aberrant, je l'ai enlevé. D'accord? Donc, je recommence comme ça a été dit. Donc, je ferme mon graphique. Je retourne ici. OK. Et dans Données, j'ai commencé par travailler sur le jeu de données actif. Ce jeu de données actif qui s'appelle, vous vous rappelez, Nitrafos. Hein, d'accord? Données, jeu de données actif, et il me demande ce que je veux faire avec le jeu de données. Eh ben, alors, je pourrais faire une édition aussi. Hein, regardez, édition. Hop. Oui. Oui, j'écoute. Quand je fais ça, j'ai tout en gris clair, comme si je pouvais pas, enfin, je peux rien faire en fait. Je sais pas si c'est normal. T'as un Mac ou quoi? Non, non, je suis sur un PC normal. Gris clair, gris clair, gris clair, gris clair. En fait, j'ai tout en, enfin, je peux rien utiliser. Ah, parce que tu n'as pas le droit de le modifier peut-être. Peut-être que tu es dans un endroit de ton espace disque où tu n'es pas propriétaire de l'espace. C'est-à-dire que tu es peut-être mis dans la racine de R et non pas dans un espace de données. Tu vois ce que je veux dire? La racine de R, elle s'installe directement sur le disque C. Est-ce que tu as bien un répertoire de travail dans lequel tu as mis tes données? Je les ai mis sur le bureau. Ah bah c'est bon, c'est bon, ça devrait marcher. Donc, c'est pas normal. Donc, relance R commandeur et recommence à importer les données et on va voir si tu peux les modifier. Puis, parfois, c'est ça, hein, d'accord? Mais c'est pas normal, effectivement, que tu ne puisses rien faire. Ça marche? Bon, alors, on continue, d'accord? Alors, je reprends le travail en vous disant que vous pouvez aussi éditer, hein, c'est-à-dire enlever la ligne à la main. C'est-à-dire que si c'était la ligne, je ne sais plus, 40 et quelque chose, la 43 qui m'embêtait, bon, je prends le point 43 là, et puis je fais édition supprimer, d'accord? Donc, je fais ici effacer la ligne, d'accord? Je ne vais pas le faire parce que je vais abandonner les modifications, oui, parce que je veux que vous appreniez à le faire aussi en live directement avec les données, donc avec le jeu de données actif, et donc supprimer la ligne ou des lignes du jeu de données actif. Donc là, j'avais supprimé je ne sais plus quelle ligne, maintenant je vais en supprimer une autre qui correspond
effectivement, à mes points aberrants. Donc là, voilà, c'est bon, ouf, cool. Donc là, je vais relancer le graphe parce que je n'en ai plus aucune idée, je l'ai effacé le graphe, de mon nuage de points pour voir quels étaient les points aberrants donc, qui restaient. Et j'avais le 43, le 21 et le 16, ça y est, ça me revient. Donc je vais enlever le 21 et le 43. Alors malheureusement, on va pouvoir le faire que un à la fois. C'est le plus évident parce qu'il y a derrière une notation matricielle que je ne veux pas vous apprendre pour pouvoir effacer plusieurs points. Donc là, lui, il va aller au plus simple si je fais un par un. Sinon, il faut utiliser une notation matricielle. Donc j'enlève le 21, je fais OK, et j'enlève le 43. En fait, si j'enlève le 43, je serais tenté d'enlever le 16. Hein. Je vais peut-être m'arrêter là, hein, parce que il ne faut pas non plus tricher avec les données. Okay, donc, nuage de points, nitrate, phosphate, option, automatiquement. On va garder donc les... Là, je ne vais plus en afficher que deux hein, pour être tranquille. Hein. On va garder les deux là. Et puis, je vois effectivement que ça se calme un peu. C'est plus agréable à retirer. Alors, j'ai retiré lequel? Est-ce que je l'ai bien retiré, le 21? Là, j'ai un doute. Statistiques. Là, j'ai un doute. Je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi. Graphe, nuage de points. Comme quoi, hein, vous voyez. Je vais en enlever 4. OK. Ouais, vous voyez, je ne l'ai pas enlevé. Donc, le 21, il faut que je l'enlève quand même. Statistique. Du coup, vous allez savoir le faire par cœur. Hein. Donc, données déjà actifs. Supprimer une ligne 1. Donc, c'est le 21. Je ne sais pas ce que j'ai appuyé, sur quoi j'ai appuyé, d'accord. Et je garde le même nom. Et là, je fais oui. Et là, je fais graphe, nuage de points, nitrate, phosphate, option, automatiquement. J'en fais que 2 du coup. Et il ne me l'a pas enlevé. Si, il me l'a enlevé. Oui, parce que vous savez quoi, il attend l'indice de la ligne. Et je suis un petit peu coquin. Hein. Je lui ai... le 21 n'est plus en ligne 20. Le 21, il est là. Donc, vous voyez, je me suis un petit peu précipité. Le 21, il est là. Il est en ligne 20, d'accord? Donc, le mieux, c'est que j'arrête les bêtises. Ça peut arriver que le prof fasse des bêtises. Hein. Et je vais fermer ça. Oui. Non, non, non. Et je vais donc ouvrir. Donc, vous voyez, je relance R Commander. Hein. Comme ça, je suis tranquille. Hop, ça, j'enlève. Oui, ben, quand on fait une erreur, on met tout à zéro, c'est pas très grave. Hein. On a le droit, hein, on a le droit à l'erreur, même le prof. Hein. C'est que j'ai confondu l'indice de la ligne avec l'indice de l'individu. Voyez-vous, j'ai fait une petite bêtise. Donc, je vais faire la manip qui va consister, bon, je vous incite à le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, statistique. Je vais d'abord faire l'édition des options pour changer la taille de la police. Voilà. Voilà. Bon, on va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Donc, statistique. Vous allez voir que c'est très rapide. Hein, importer des données depuis un fichier Excel. Le fichier Excel qui va se retrouver s'appelait Nitrafos. Nitrafos avec ça, c'est tout. C'est bon. Donc là, je me retrouve avec mon fichier de tout à l'heure. Tout va bien. Je reviens à mon graphe, d'accord? Donc, je fais le nuage de points avec nitrate, phosphate. Et là, je ne fais plus l'andouille, je fais attention à ce que je fais, d'accord? Automatiquement, 4 points, OK. Là, ce sont les indices du tube, ce n'est pas les indices de la ligne. Au départ, c'est les indices de la ligne, mais il faut que je fasse gaffe, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever 2 à la fois, d'accord? Donc, j'y vais pour
R commandeur, et je vais faire statistiques. Pardon, données. Jeu de données actif. Supprimer une donnée. Et là, je vais essayer avec des virgules, sans passer par la notation matricielle. Je vais faire 21,6. On va voir si ça marche. Donc ensuite, je vais faire graphe, nuage de points. Ça devrait marcher, hein, mais bon. Nitrate, phosphate. Automatiquement. Et vous voyez que là, ça a marché. Ok, il m'a bien enlevé 21 et 6. Il a gardé le point 43 qui est ici. Hein, ok, vous voyez qu'il est moins aberrant visiblement que le point 15. Bizarre. Comme quoi, hein, parce qu'on voit bien qu'il est dans la tendance d'association, on va dire, linéaire, de corrélation linéaire, alors que le point 15 est moins dans la tendance, donc il préférera écarter le point 15. Donc c'est pour ça qu'il fallait mieux arrêter les bêtises. Donc vous mettez une virgule au premier coup, hein, parce qu'après l'indice des lignes change, l'individu n'a plus le même indice que la ligne. Donc si vous voulez vraiment vous en séparer, vous mettez une virgule entre les deux points où vous voulez séparer. Mille excuses pour cette bévue, j'en suis franchement désolé. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quelque chose tout de suite, c'est est-ce que Marie et Franck travaillent de la même façon? Bon, alors il y a encore un pop, ça veut dire qu'il y a encore une interrogation. Tu n'as pas de case de sortie dans ton R Commander. Moi, je dois aller voir sur R. C'est possible. Peut-être que tu n'as pas la même version de R Commander, mais ça me paraît bizarre. Hein, d'accord? Donc, pareil, prends le temps pour refaire ça à tête reposée plus tard. Tu sais, on ne peut pas soigner malheureusement tous les bobos, hein, surtout à distance. Ok? Ne t'inquiète pas, le cours est enregistré, ça marchera. Et puis tu seras vraiment contente de voir que ça marchera en ayant fait justement la part des choses toute seule après le cours, par exemple. Ok? Ah, si tu es sur RStudio, ça va pas aller, hein, effectivement. Moi, c'est R Commander, hein, d'accord? RStudio, j'oublie. Hein. Je l'utilise pas, cette cochonnerie. Hein. J'en veux pas. Je préfère R Commander. Donc, données, c'est pas que j'utilise pas, c'est que ce n'est pas utile. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je m'occupe pas de RStudio, hein, les enfants. Hein. Donc, j'en étais à graphe, nuage de points, et là, je vais faire graphe par groupe. Ben voilà, c'est pour ça que je te dis, moi, j'utilise jamais RStudio pour lancer R Commander, parce que c'est utiliser une interface qui va appeler une autre interface. Là, vous ne savez pas gérer. Je vous ai dit R Commander, RStudio, j'oublie. Hein. Je n'utilise pas cette merdouille. Hein. Ok, RStudio, au revoir. Je ne sais pas qui vous a mis sur RStudio. Laissez les profs qui utilisent RStudio vous apprendre à utiliser RStudio, hein, pourquoi pas. Mais des usines à gaz comme RStudio, on n'en a plus besoin à notre époque. C'est n'importe quoi. Moi, je vous apprends quelque chose où l'interfaçage est hyper rapide, où vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire des retrouvailles dans les fenêtres de sortie et où les graphiques sont indépendants de la fenêtre de commande et recommandeur. Voilà pourquoi j'ai utilisé hein, ce machin. Donc, en fait, on va faire graphe par groupe et on va voir s'il y a un impact de l'ingénieur. Donc, on va faire une variable de regroupement qui est l'ingénieur. OK? Et donc là, on fait OK. On va voir, comme d'habitude, sa fenêtre graphique. Et on voit qu'effectivement, les points sont répartis, on va dire, de façon non systématiquement ou scandaleusement différent pour les uns et les autres, c'est-à-dire pour Franck et Marie. Vous voyez, tout est expliqué dans la légende. Autrement dit, on ne peut pas incriminer la façon de travailler. Peut-être qu'effectivement, en enlevant ce point aberrant-là et ce point aberrant-là, on aurait des choses qui vont apparaître de façon, on va dire, encore plus homogène, puisque là, c'est le fait de Franck et là, c'est le fait de Marie. Mais ce n'est pas forcément de leur faute. Hein. Ils ont enregistré ces points. Et là, il y a un demi-point à gagner. Il y a un demi-point à gagner. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer
Alors, pour gagner ce demi-point, vous ne pouvez pas l'entrevoir sans avoir le schéma de synthèse. Hein. Donc, on est dans ce contexte, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que Franck ait trouvé un point aberrant qui se retrouve dans le top right du graphique, alors que Marie a trouvé un point aberrant dans le bottom down, dans le bottom left, pardon, du graphique. Alors, d'après vous, quelle pourrait en être la raison? Ouais. Ouais. C'est tout? Ce que je veux, c'est voir toutes les possibilités, pas deux, trois qui sont évidentes. Hein. Mhm. Mhm. Alors vous voyez, tout ça, c'est pertinent, mais dans l'ensemble. Or là, ces points sont quand même on les retrouve pas. Vous voyez qu'il n'y a que 3 spots. Ça pourrait être vrai ce que vous dites là, mais là, vous passez à côté d'un raisonnement. Vous n'avez ah, il y en a un qui l'a vu qu'on passait par le lac. Ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Ouais. On y va pour expliquer. Donc, personne ne m'a vraiment convaincu. Ça pourrait être vrai ce que vous dites. Ça pourrait. D'accord? Mais on a dans ce fichier des limites qu'il faudrait quand même, dont il faudrait se rappeler. On ne va pas dire tout ce qui nous passe par la tête. J'ai pas dit que c'était stupide si vous passez par la tête. Je vous dis que dans le contexte, c'est peut-être pas ça qui l'explique. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas d'autres points aberrants aussi séparés. Bon, on en a enlevé 2, je suis d'accord. Hein, parce que là, franchement, c'était une erreur de mesure, sûrement, ou des choses qu'on ne pouvait pas rentrer en cohérence avec ça. Mais finalement, on n'a que 3 spots. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose comme ça plus souvent, plus récurrent, un effet spot qui démarque très largement les points qu'on mesure au point que on les trouve très loin des autres, ça se retrouverait dans les autres mesures pour le même spot, on est bien d'accord. Donc c'est pas ça. On n'en a que 3 des spots. Là, c'est un peu léger hein, pour dire qu'on a effectivement à partir d'observations de points aberrants, dire ah c'est de la faute du site. Non. L'appareil de mesure, pareil, c'est vrai, l'histoire ne le dit pas pour l'appareil de mesure. Est-ce que c'est pas les premiers points? Là, c'est beaucoup plus cohérent. Est-ce que c'est pas les premiers points de l'étude? Ils ont quand même gardé, ils avaient fait ça sans on va dire, calibrer leurs appareils ou sans régler ce qu'il fallait pour utiliser. Alors à ce moment-là, ils sont stupides, Franck et Marie. Parce que quand on fait ça, on ne met pas ça dans l'expérience. C'est des points de calibrage, c'est des points expérimentaux avant expérience et on les enlève, d'accord? Parce que on n'est pas dans toute chose égale par ailleurs. Mais oui, vous avez plus raison déjà là. Ça pourrait peut-être être expliqué par des problèmes d'appareillage. Alors après, effectivement, vient l'aspect morphologie du site de recueil. Morphologie, les coudes, pas les coudes, la proximité du lac. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui ait vu qu'il y a une proximité de lac. Effectivement, ça va sûrement apporter quelque chose de très différent. Ok. Regardons d'ailleurs ce qui se passe quand on regarde, parce que maintenant vous savez le faire. Hein, graphe, nuage de points. Et là, graphe non pas par ingénieur, mais par site. Ok. Donc on voit bien qu'il y a un effet spot. On le voit bien ici, d'accord? On voit bien que effectivement les sites ne réagissent pas pareil. Regardez ici, il y a une corrélation linéaire, on va dire avec une pente raisonnable. Ici, elle est énorme la pente. Et là, elle est un peu plus élevée que la première, mais guère plus, d'accord? Donc, on a vraiment un effet spot et sûrement que la proximité du lac joue un rôle, on ne sait pas encore pourquoi, mais en tout cas, il y aurait une tendance descente là, vous voyez, une descente, alors que là, il y a une tendance, une montée, et là, une montée. Donc, est-ce que le lac joue? Est-ce que le lac joue? On va voir ça dans le schéma. Hein. Le lac, il est entre les deux spots, il peut jouer plus pour l'un que pour l'autre. Allez donc savoir. Hein. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose d'intriguant, c'est que la corrélation n'est pas homogène pour tous les points si on regarde l'effet spot. Et c'est un petit peu le but du jeu d'ailleurs, on allait dire, c'est que s'il y a une corrélation entre nitrate et phosphate,
cette corrélation n'est pas forcément homogène d'un spot à l'autre. Hein. Ça, c'est effectivement le piège dans lequel il fallait peut-être ne pas tomber. Mais en tout cas, on va s'intéresser qu'à une seule des deux mesures, soit nitrate, soit phosphate. Vous comprenez? Donc, vous voyez que l'analyse des données n'est pas aussi simpliste qu'il paraît. Il faut fouiller les choses. Alors, revenons à la question que j'ai posée, parce qu'il y a quand même une question. Rebasculons donc effectivement sur notre affichage. Donc, vous voyez qu'effectivement, ces deux points-là, ils pourraient peut-être s'expliquer plus par un effet préparation de la manip et prise des données avant la calibration de l'appareillage, mais surtout, est-ce qu'ils ont été pris à la même profondeur? Est-ce qu'on ne peut pas admettre que dans le temps, il y ait des petites micro-concentrations de produits qui apparaissent dans les rivières, liées à des bulles, par exemple, ou à des zones hyper concentrées qui se sont mal diluées, ou tout simplement au fait qu'il y ait des turbilescences, de la turbidité, qu'il y ait un coefficient de viscosité qui ne soit pas le même. Bref, un caractère explicatif qui relève plus de la micro-variation, je dis bien micro-variation, que de la macro-variation, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être repérable sur le spot en lui-même. C'est-à-dire que on ne sait pas sur la largeur de la rivière où a été prise cette mesure et s'il n'y avait pas, faute, manque de bol, quelque chose qui pourrait appeler ici une hyperconcentration à la fois en phosphate et à la fois en nitrate, mais on voit qu'en tous les cas, deux semblent corréler à peu près de la même façon. Et là, ici, une très faible concentration en nitrate associée à une très faible concentration en phosphate. Avouez quand même que c'est meilleur signe que d'avoir vu le point 16 arriver aux fortes concentrations de phosphate et faible concentration de nitrate. C'est là où je vous attendais au virage aussi. Et là, de la même façon, la corrélation a été très peinée de voir le point 43 aux fortes concentrations de nitrate, mais faible concentration de phosphate. Vous voyez? Donc, peut-être qu'il n'y a pas trop lieu de s'affoler quant à la tendance qu'on essaye de voir et que ça peut s'expliquer par des micro-variations. OK? Ça marche? Ils font peut-être partie à part entière de l'expérience, en tout cas qui montre que même dans les micro-variations, voyez-vous, il y a une relation évidente de corrélation entre le taux de nitrate et le taux de phosphate. Ça vous va? Vous commencez à... Ou un coup de malchance aussi, Yanis, effectivement, ça peut expliquer aussi. Les conditions environnementales, oui, Mathias, mais locales, hein, micro-locales, comme j'expliquais. Vous commencez à comprendre là le but du jeu là qu'on peut effectivement donc aller fouiller pas mal de choses avant de se précipiter sur des tendances, quoique ces tendances sont quand même cohérentes, hein, on va dire. Alors, on revient sur le schéma et il y a 0,5 points à se taper dans la question que je vais poser, hein, juste avant le jeu qui va avoir lieu d'ici peu, j'espère, hein, parce que là, il faudrait quand même qu'on joue, là, hein, quoi qu'on joue encore, là. Donc, on est là, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais montrer un effet spot, on est d'accord? Sur la concentration. Maintenant, j'ai compris. Le nitrate et le phosphate sont deux indicateurs de la pollution. Alors, avant de poser la question, je vous avais presque promis de vous faire quelque chose. Donc, on va regarder graphe, histogramme, distribution de la concentration de nitrate par spot. Déjà, on va regarder par ingénieur. Ok. Déjà, on va regarder par ingénieur. Et on voit qu'on n'a pas une très grande disparité quant à l'ordre de grandeur, voire même à la dispersion. C'est normal qu'il n'ait pas les mêmes mesures, ce n'est pas des robots, hein, d'accord? Et puis, on a vu qu'il y avait une micro-variation. Ces points aberrants nous mettent sur on va dire, la piste d'une micro-variation. Bon, ok, très bien. On voit quand même que l'étendue est pratiquement la même, hein, d'accord? Il n'y a pas de choses qui nous frappent à l'esprit, hein, d'accord? Sûrement qu'il y a une quarantaine de points ici, qu'il y a une quarantaine de points, puisqu'il y a à peu près 80 points, d'accord? Donc, on va faire effectivement des statistiques résumées, jeu de données actifs,
pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais ce qu'il en est au niveau du nitrate, c'est qu'on voit effectivement, j'avais oublié que ça ne faisait pas la variance. Donc, statistique descriptive. Donc, je vois même qu'il y a tableau de statistiques. Qu'est-ce que ça donne ça? Je ne me souviens plus. Tableau de statistiques. Allons-y. Donc, on va demander la moyenne, l'écart type, et c'est déjà pas mal. Hein. Ah, il nous fait qu'à la fois. Un à la fois, d'accord. Bon, alors on va faire distance, pardon, nitrate ou allège, en fonction de site. Hein. Revenons à notre... et on va voir l'écart type. Donc ici, on les a tout en bas. On a 2,78 pour le site 1, 1,21 pour le site 2 et 1,75 pour le site 3. On va dire que ça nous paraît assez bien équilibré, ça, au niveau variance ou écart type. Maintenant, on va faire la même chose. Hein, on va faire la même chose dans résumé. Alors, on peut faire aussi statistique descriptive, oui, d'accord. On va demander donc la moyenne, l'écart type, le coefficient de variation. C'est déjà pas mal. On ne va pas demander les quantiles, ça ne nous sert pas à grand chose dans cette histoire. Interquartile non plus. Je veux l'écart type et la moyenne. Voilà. Et on va faire ça pour nitrate, qu'on va résumer par groupe, et phosphate, excusez-moi, nitrate et phosphate, qu'on va résumer par groupe, par site. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, ici, la variance, ici, okay, est relativement homogène. Ici, de même. Okay, mais que l'écart de variance sera peut-être plus important pour les nitrates que pour les phosphates. D'accord? A priori, ok? Si on voit que 2,78, c'est beaucoup plus éloigné de 1,21, ok, qu'il en est ici. Donc ça veut dire qu'il y a une variable qui nous semble plus précise que l'autre. Alors, on s'est précipité sur les nitrates, peut-être que les phosphates étaient un peu plus intéressants à regarder. Alors maintenant, puisqu'on a travaillé sur les nitrates, on va travailler sur les phosphates en faisant un graphe, effectivement, histogramme sur les phosphates par ingénieur pour voir si... Alors, dans les options, il n'y a pas de lissage. Hein. On ne peut pas faire de lissage normal. Hein. On va voir si on a quelque chose qui nous paraît plus... alors, c'est pas mirobolant non plus, c'est aussi cohérent que le premier. Et donc, en gros, on aurait une petite tendance à travailler sur les phosphates. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur quels paramètres on va travailler, sur quelles mesures on va travailler pour montrer l'effet d'un facteur sur la pollution. Et bien, vous voyez, c'est pas aussi évident que ça. Je m'étais précipité sur les nitrates et c'est peut-être sur les phosphates qu'il faut avoir un test qui soit, on va dire, légèrement plus précis, légèrement moins biaisé que celui sur les nitrates, si on s'en réfère, bien sûr, à l'écart type, donc à la variance. Je répète ici que la variance me semble moins homogène dans les nitrates qu'elle me le semble ici. Okay, je parle d'homogénéité parce que les valeurs ne sont pas les mêmes, hein, d'accord? On voit bien effectivement que la valeur de l'écart type est plus importante ici, puisque l'unité n'est pas la même, hein, c'est normal, hein, d'accord? Quant à la moyenne, c'est une autre histoire. Alors, on revient à nos moutons, et qu'on choisisse nitrate ou qu'on choisisse phosphate, partons pour phosphate. Comment je vais réussir à montrer l'effet du spot, hein, puisque je vous ai montré le schéma, sur la pollution. Donc, je répète, je suis dans ce cadre-là. Il y a 0,5 points pour les 3 premiers. Comment je vais réussir à montrer l'effet du spot sur la pollution, qu'elle soit mesurée en nitrate ou en phosphate. Je ne pourrai pas faire les deux en même temps. Je ferai les uns après les autres. Les trois premiers sont Yanis, Nour et Lorna.
C'est bien pour les autres aussi, hein, mais je donne des points aux 3 premiers, je donne des points aux 3 premiers. Je sais que c'est une histoire de rapidité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de poser des questions comme ça. J'en ai discuté avec 2 d'entre vous. Je vais interroger au hasard un ou une étudiante avant que les autres se précipitent. Hein. Et si l'étudiant que j'ai interrogé n'a pas pu répondre, j'ai interrogé au hasard un deuxième. Et après, les autres, les fauves se lâchent et on prend les 3 premiers. Donc, d'accord, ça sera la dernière fois que je procéderai comme ça sera plus juste. Oui, je vais le faire, Yanis, le test de Shapiro. C'est une bonne idée. Donc, on voit, les fauves. Donc, on voit finalement que sous des considérations statistiques, mon argument est fort de considérer que j'ai 2 fois la même mesure de la pollution avec ces 2 paramètres, hein, mais que je n'ai pas encore réussi à choisir de façon pertinente celle qui m'intéressait le plus. Alors effectivement, je vais faire un test de Shapiro-Wilk pour voir si la normale et si la distribution est normale dans les 2 groupes. C'est la première fois que vous faites ça, oui, je sais. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, hein, d'accord? Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on pourrait s'attendre à avoir une distribution des valeurs d'échantillons dans notre jeu de données qui soit plus compatible avec une distribution normale pour l'une des mesures, concentration en phosphate, que pour l'autre des mesures, concentration en nitrate, ou l'inverse, nitrate-phosphate. Donc on va faire ici statistique, résumé, test de normalité. Un test de normalité, je vais essayer de voir si le nitrate et les phosphates, les deux, hein, je prends les deux, hein, Ah non, pardon, il ne fait qu'une à la fois. Oh bon, d'accord, s'il fait qu'une à la fois, laissons-le faire qu'une à la fois. Donc, je vais faire un test de Shapiro-Wilk parce que c'est un petit échantillon. Sinon, je ferai un test de Lilifort basé sur le modèle de Kolmogorov-Smirnov, d'accord? Vous voyez que vous avez reconnu ici le Ki2 de Pearson, qui permet aussi de faire un test d'ajustement. Vous vous souvenez, on en a parlé, ça, des ajustements de loi de distribution sur un Ki2. Mais c'est un peu vieillot et ça demande quand même de réfléchir aux classes qu'on va considérer. Et là, on laisse le logiciel faire ses classes. Alors, autant faire un test de Shapiro-Wilk ou un test de Lifort quand on a un peu plus de données qu'une trentaine, on va dire. Un Shapiro-Wilk, c'est pour les petits échantillons. On va faire un test par groupe. Parce qu'effectivement, vous vous doutez bien que si je veux faire une ANOVA qui me spécifie qu'il y a un effet du site, ça veut dire que la distribution n'est pas normale sur l'ensemble des données. Hein, ça me paraît juste ça. Mais par contre, on cherche à savoir si la distribution est normale, d'où dans chacun des spots que l'on a mesurés, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes hauteurs de valeurs. Donc je fais par site, ok, et je lance. C'est parti. C'est pas plus compliqué que ça, hein, d'accord? Et là, ça va très vite, ok? Donc là, il me fait une analyse par site. Et là, il me donne des p-values par une autre méthode. Je ne veux pas vous la détailler ici parce que c'est un petit peu trop costaud pour vous. Hein. Et on voit que dans le test de Shapiro-Wilk, je dois absolument ne pas rejeter l'hypothèse nulle que j'ai posée de distribution normale. Donc H0, la distribution des valeurs dans la population d'où est issu l'échantillon, la distribution de la concentration des phosphates dans la population qui correspond à l'ensemble des mesures qu'on pourrait faire par un spot donné, d'accord, par exemple AZ715 ou alors JG356, ou bien alors le dernier qui s'appelle donc KW973. Est-ce que dans ces 3 populations de référence, on a une distribution normale? On peut l'admettre à condition qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, ça veut dire qu'on l'accepte, hein, de normalité des données. Normalité des données non rejetées, ça veut dire presque, on va dire, assurance qu'on ne se trompe pas en ayant comme conclusion que la distribution a toutes les chances de suivre une loi normale dans la population de référence. Vous voyez un petit peu quel est le but du jeu là. On ne cherche pas à rejeter l'hypothèse nulle, on cherche au contraire à ne pas
la rejeter. C'est un peu particulier, hein, d'accord? Donc là, faites attention, on veut avoir une p-value. Normalement, si tout va bien, supérieur à 20%, c'est une règle de pouce, hein, mais on accepte 5%. Hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, quand c'est 5%, on peut lancer un deuxième test, comme par exemple le test de Shapiro-Wilk, donc statistique, résumé, test de normalité. Et là, on va faire un test, pardon, de Lilifort, excusez-moi, j'ai dit Shapiro-Wilk, c'est Lilifort, d'accord? Et là, on veut, avec Lilifort, on a la confirmation, ça pas que l'un est meilleur que l'autre, hein, que on ne rejette pas l'hypothèse nulle de normalité des données. D'accord? Donc, qu'on soit avec Lilifort ou qu'on soit avec notre test de Shapiro-Wilk, les deux semblent donner, même si l'un est plus réservé aux petits échantillons que l'autre, semblent donner des statistiques, on va dire, comparables. Sauf que, vous voyez là, ici, je suis allé un peu vite parce que j'ai cru lire 23%, on a 2,3%. Donc là, on ne peut pas raisonnablement écarter le rejet de l'hypothèse nulle. On va rejeter l'hypothèse nulle. Donc là, on est bien embêté. Alors ça ne se voyait pas dans le cas du test de Kolmogorov-Smirnov. Donc on a un petit doute là quand même pour les nitrates, pour la p-value, la troisième p-value, sachant qu'on teste ici le site KW973. Donc je vais faire statistique, résumé. C'est un peu compliqué de le trouver, le test de normalité, hein. Donc là, je vais faire un test de normalité sur les phosphates cette fois-ci, en faisant Shapiro-Wilk. Hein. Je ne peux pas cliquer les deux en même temps, je ne crois pas. Ouais, non, c'est un ou l'autre, hein, d'accord? Et toujours par site, ok? Et donc là, pour les phosphates, c'est beaucoup plus évident. Donc, c'est Yanis hein, qui m'a mis sur la piste, je crois, hein, de la normalité. Il avait tout à fait raison. C'est peut-être ça le critère qui va être à considérer. Donc, bravo Yanis, tu viens de te taper 0,5 points de plus, parce qu'effectivement, tu étais sur une piste intéressante. La preuve, c'est que ça passe mieux la normalité des phosphates. Donc, à la fois la normalité des phosphates et, on va dire, moins de dispersion de ces phosphates, quand on la compare à la dispersion relative hein, des nitrates, ça me met sur la piste que finalement, c'est peut-être les phosphates que je vais prendre plutôt que les nitrates comme indicateurs de la pollution. D'autant plus que ceux-ci sont très fortement corrélés à la concentration en nitrate. Alors, je ne vais peut-être pas m'en priver. Alors, un dernier petit test, vous l'avez compris, données, statistiques, résumé, pardon, test de normalité. Et là, je vais aller faire un test de Shapiro-Wilk, pardon, de Lilifort, décidément, basé sur le modèle de Kolmogorov-Smirnov. Hein. Allons-y. Et je trouve une confirmation de ma normalité beaucoup plus évidente que vous vous souvenez dans le cas de, de nos tests faits sur les concentrations en nitrate. Alors au passage, vous voyez comment on fait le test de normalité sous R, hein, d'accord? On précise soit normality test, soit tout simplement avec ça, soit on fait Shapiro.test, les deux sont valables. Hein. Ici, vous avez quel test vous allez faire, c'est-à-dire les nitrates sont-ils distribués normalement sur chacun des sites, vous voyez le type de site, hein, c'est ça que ça veut dire. Ici, comme vous avez fait normalité.test et non pas directement Shapiro.test, il vous demande quelle méthode vous allez utiliser. Et enfin, sur quelle data, sur quel jeu de données vous testez cela. OK? Oui, c'est un jeu d'enfant maintenant, R. Évidemment, je ne vous demande pas de savoir le programmer, hein, mais vous pouvez voir ici qu'il vous génère donc des fonctions qui sont plus ou moins compliquées dans R, en un coup en 2 ou 3 clics de souris. D'accord? Donc nous, on va conclure que c'est bien le nitrate qui va être le plus important à tester, et on ne va pas se gêner juste avant la pause de faire notre petit test. Donc on va d'abord faire, vous êtes d'accord avec moi, des boîtes de dispersion. On va regarder la dispersion du phosphate, puisqu'on a choisi le phosphate, hein, d'accord? On va identifier les valeurs aberrantes? Non, on ne va pas les identifier pour un graphe comme celui-ci, je vais les enlever. Et on va faire ça, bien sûr, par site. OK, c'est parti. On va regarder la fenêtre graphique et on obtient ça. Alors, des visus, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas dire que les boîtes de distribution soient vraiment
le fait d'une homogénéité des moyennes hein, ou des médianes, hein, puisqu'ici vous avez les médianes. Hein. Je peux les afficher par moyenne, je crois, mes boxplots dans Air Commander. Hein. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Boîte de dispersion, options, données. Ah non, il va nous embêtouiller. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. On aura tenté, hein, mais on peut aussi les afficher par moyenne dans R, hein, d'accord? Mais là, c'est pas très important parce qu'on a constaté que la moyenne et la médiane n'étaient pas très éloignées l'une de l'autre. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'a priori, on part d'une non-homogénéité. Donc, on devrait avoir une ANOVA qui nous présente une p-value inférieure ou supérieure à 5%, 0,5 points pour le premier, le plus rapide. Top! Je donne 0,5 aux 3 premières là, qui ont été rapides, c'est-à-dire Claire, Héloïse et Flavie. 0,5 points, bravo, inférieur, vous avez compris. Évidemment, on veut rejeter l'hypothèse nulle, donc on veut avoir une p-value, une probabilité d'obtenir ça par le hasard, très faible, quasiment impossible. On y va. Ça va être très vite. Hein. Statistique, moyenne, ANOVA a un facteur. Le phosphate, pourquoi je suis en train de tester le nitrate là? J'ai fait la bêtise de tester le nitrate? Excusez-moi. Hein. Excusez-moi si j'ai fait le nitrate. Je recommence. Hein. Graphe, c'est le nitrate ou le phosphate que j'ai fait? Non, c'est le phosphate. Hein. Donc on étudie le nitrate, le phosphate, hein, d'accord? Donc graphe, il nous montre qu'il n'y a pas une homogénéité des concentrations de phosphate. Et si j'ai fait un lapsus, je m'en excuse. Je m'en excuse, ça peut m'arriver. Hein. Vous savez, je suis en live, je travaille sans filet. Voilà, excuse-moi Camille, on est sur le phosphate. Au départ, on était sur une piste première de travail sur le nitrate. Et pour des arguments qu'on a développés, c'est-à-dire une variance moins importante dans le cas des phosphates et une distribution normale plus évidente dans le cas des phosphates dans chacun des groupes, on a choisi finalement, étant donné qu'il y a une corrélation entre les deux concentrations, de travailler sur le nitrate comme, sur le phosphate comme indicateur de la pollution. Justement, on y va, statistique, moyenne, ANOVA a un facteur, le ANOVA de quoi? Concentration en phosphate, que je vais tester par groupe. Et là, je vous introduis quelque chose de nouveau, c'est comparaison multiple des moyennes. C'est très important ça, on y va. Ok, c'est parti. Alors là, il n'y a plus de graphe, on est d'accord, ou pratiquement plus. S'il y en a un, pour être honnête, c'est celui qui est là, d'accord? On va essayer de le comprendre. Bien, ben ça veut dire que ici, s'il veut bien s'afficher comme je veux, là, avec ma double fenêtre, voilà. Donc, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc ici, si je regarde l'ANOVA, je remonte un petit peu en haut, d'accord? On voit qu'effectivement, mon ANOVA est très hautement significative, inférieure à 10-16. Ça veut dire qu'il y a un effet du facteur site, hein, vous voyez que le site est mis dans une ligne ici. Il y a un effet du facteur site. Je vous expliquerai les degrés de liberté une autre fois. Hein. Ils sont tout à fait logiques. Ne vous inquiétez pas, ils sont tout à fait logiques. Donc, il y a un effet du facteur site. P-value inférieur à 2,10-16. Vous êtes dans les 3 étoiles sur la concentration constatée en phosphate, puisqu'on a choisi la phosphate. Et maintenant, on veut savoir quel est le site qui va conduire aux plus grandes différences, celui qui s'éloignera des autres. Ben, vous voyez que à chaque fois qu'on fait des tests par paire, cette paire-là, est-ce qu'elle est significativement différente de 0, la moyenne des différences? Cette paire-là, là, on a épuisé toutes les paires, hein, toutes les paires possibles. Eh bien, on trouve une p-value qui est très hautement significative ou très significative. 9 pour 1000, ça va, d'accord? Il n'y a pas de compétition. Tout ceci indique que chacune des distributions ne peut pas être regroupée avec une autre distribution pour faire une sorte de distribution moyenne. Elles sont trop éloignées les unes des autres
Et donc, on va dire que chacun des spots contribue à façon égale à expliquer ces différences. Alors, vous voyez ici, j'ai fait des tests T, ça a l'air de rien, hein, mais quand on travaille sur plus de 2 modalités, on fait des ANOVA, et bien sûr, quand on se retrouve avec des couples, on fait des tests de student. Donc ici, il y a un premier ici, il y a un premier test de student qui tente à démontrer qu'il y a... Alors, je vais refaire le graphe pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Le graphe qu'on appelle en dispersion, phosphate par site. Et là, on voit que quand on fait le test des différences entre ça et ça, ou des différences entre AZ715 et celui-ci, et des différences même entre les deux qui semblent les plus proches, sont des différences qui sont très hautement significatives et qui ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Autrement dit, il y a vraiment un effet particulier du site et les moyennes qu'on obtienne sont vraiment très spécifiques de chacun des sites. C'est-à-dire chacun des sites contribue de façon très hautement significative à apporter des valeurs différentes de la pollution. Alors après, on peut se demander pourquoi. Si on revient sur le schéma qu'on avait fait avec les champs et les agriculteurs, là, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Peut-être que le spot là qu'on a mis ici, hein, peut-être que le spot qui est ici était le plus près de la zone d'épandage ou de la zone où les choses vont être évacuées grâce à un tuyau de drainage ou des tuyaux de drainage vers la rivière. Malheureusement, ça existe. Celui-ci un petit peu moins entre les deux et celui-ci pas du tout. Hein. On va dire que peut-être qu'il y a un effet on va dire, de la localisation de chacun des spots dans une logique par rapport à un tuyau qui arriverait ici de drainage et qui ferait s'épandre dans le sens du courant de la rivière, eh bien, beaucoup d'éléments, ou alors peut-être ici, d'accord? Et puis là, il en reçoit un peu moins. Est-ce que c'est au contraire là il faudra faire l'enquête sur place et savoir un petit peu ce qu'on a manqué, ou alors demander à Franck et à Marie de nous préciser un petit peu la localisation des spots qu'ils ont choisis par rapport aux tuyaux de drainage pour évacuer avec les eaux de pluie eh bien, tout ce qui va être pollution liée à l'agriculture. OK? Bon, ben écoutez, là c'est pas mal. Juste un tout petit élément supplémentaire, c'est pour vous dire que on pourrait tester aussi à la fois l'effet du spot et l'effet expérimentateur hein, dans la même ANOVA. Et ça, c'est ce qu'on fera tout à l'heure après la pause. Donc là, je vous donne quelques minutes de pause, comme d'habitude, une douzaine de minutes. Il est 15h38 à ma montre, disons qu'il soit 39. Donc à 51, on reprend. Je vous souhaite donc une bonne pause, vous avez bien mérité, avec ce schéma qui va être affiché là en guide d'interlude. Je vais couper la caméra je vais couper l'enregistrement et je vous dis à tout à l'heure. Je ne me suis pas trompé dans l'heure de la pause, là c'est bon hein? Oui, c'est bien. À tout à l'heure, oui, ok. Profitez bien de votre café ou d'autres choses, de votre pause. Alors là, je vais couper la caméra d'enregistrement, voilà.